Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre ici au lycée scientifique de Lomé, tout un symbole aujourd'hui dans la vision de l'école togolaise. Nous sommes ici donc pour un entretien spécial rentrée scolaire 2022-2023 et c'est avec le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, professeur Dodji Kokoroko. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Ce lundi se lève un jour nouveau. Élèves, enseignants, des parents d'élèves, peut-être vous-même et votre délégation, prendront tôt le chemin de l'école. C'est le grand démarrage en effet pour l'école de la République, selon l'expression que vous adoubez vous-même, monsieur le ministre. Alors cet entretien, monsieur le ministre, va porter justement sur le niveau des préparatifs de cette rentrée scolaire 2022-2023. Nous allons aussi bien évidemment solder l'année écoulée en termes de bilan, pour nous orienter vers les perspectives, en termes cette fois d'objectifs, d'ambition pour l'école togolaise. Nous allons évoquer toutes ces questions, bien sûr, en nous appuyant sur les efforts consentis ces dernières années par le gouvernement togolais pour un enseignement de qualité au Togo où l'éducation va sur les compétences. Monsieur le ministre, j'ai le privilège de conduire donc cet entretien avec Estelle Koudjonou de Gazelle Info bimensuel. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour également, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes également avec Gaëtan Kwadjeba de New World TV, avec qui nous aborderons donc tous les sujets de cet entretien. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur le ministre, comme j'en faisais allusion tantôt, lundi se lève un jour nouveau pour l'école togolaise qui ouvre donc ses classes et ça va repartir sur ses chapeaux de roue pour 9 mois. C'est un gros défi. Dans quel état d'esprit êtes-vous vous-même, d'abord, en tant que premier responsable de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat au Togo? Écoutez, vous avez d'entrée de jeu fait référence au symbole en se retrouvant au lycée scientifique de Lomé et tout est symbole d'ailleurs avec le format que nous sommes en train d'utiliser pour cette rentrée et véritablement nous épousons la modernité. Et je crois que la bonne école est celle qui prend corps avec la société et qui est en phase avec son évolution. Et de la même manière, je vous dirais que la bonne école est celle également qui fait l'objet d'une attention particulière des plus hautes autorités de l'État. La nôtre, l'école togolaise, s'inscrit dans cette dynamique à travers une oreille assez attentive du gouvernement. Et vous savez, aujourd'hui, le management du secteur de l'éducation est au top. Rien n'est oublié, rien n'est non plus laissé au hasard. Et vous le recomprez à travers les 10 mesures phares du président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé. Vous l'aurez remarqué, toute la place particulière réservée au secteur de l'éducation. Nous allons justement évoquer, revenir Voilà. donc Donc sur ces à questions. partir de ces différents éléments, je peux vous assurer que le ministère, le corps d'encadrement, le corps enseignant et les parents d'élèves abordent cette rentrée avec sérénité et confiance. Et justement, en prélude à cette rentrée scolaire, la rentrée pédagogique a été organisée il y a de cela quelques jours. Et dites-nous, Monsieur le ministre, est-ce que cette rentrée s'est effectivement déroulée ou il y a des manquements à rattraper à cette rentrée scolaire? Écoutez, la doctrine du ministère n'a pas changé depuis 2020. C'est-à-dire nous avons pris ce ministère en 2020 et c'était la Covid à son paroxysme. Et je crois qu'il y avait également à l'époque l'épée d'une grève qui planait sur le secteur de l'éducation. Donc, le temps de pouvoir dialoguer avec les syndicats, nous avons jugé bon de dissocier la rentrée administrative et pédagogique de la rentrée académique. Et je crois que sur cette rentrée qui s'est déroulée le 19 septembre, le rapport de suivi des directions régionales de l'éducation confirme une tendance globale assez satisfaisante.
Et vous avez parlé de manquement. Je crois que nous manœuvrons le système non pas dans une perspective figée, mais évolutive. Et certainement, il y aura des manquements. Et donc, nous les prendrons en compte afin de consolider le système. Et ce que nous avons fait substantiellement au titre de cette rentrée pédagogique et administrative, c'est d'abord d'accueillir nos élèves nouvellement promus en classe de 6e et en classe de 3e et tenir compte également des anciens élèves qui doivent confirmer leurs inscriptions et ceux qui changent d'école qui doivent également s'inscrire. Et vous savez également que nous sommes en train d'écrire, nous sommes en train de concevoir notre carte scolaire avec beaucoup de rigueur. Et vous n'êtes pas sans savoir que 180 établissements ont été fermés cette année. Il faut également penser à ces élèves et pouvoir les suivre dans leur nouvelle inscription. Et parlant de cette question qui doit vous intéresser, je crois que nous faisons un bon boulot. Vous savez, pour parler de carte scolaire, il faut des normes à la fois temporelles et géographiques. La distance entre deux écoles repose sur des critères assez objectifs, selon qu'on soit en milieu urbain ou en milieu rural. De la même manière, le timing exact pour rejoindre une école à une autre également relève des dispositions en vigueur au Togo. Et paradoxalement, ces dispositions n'ont pas été respectées, ce qui d'ailleurs justifie la création anarchique des établissements d'initiative locale et les enseignants volontaires, loin de les considérer comme inefficaces ou non utiles au système éducatif. Il me semble aujourd'hui que nous devions retrouver une certaine normalité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, Monsieur le ministre, nous allons parler de ces acteurs de l'éducation, mais avant, revenant sur cette rentrée pédagogique, quelle était sa raison d'être? En quoi était-elle importante pour vous, Monsieur le ministre? Vous savez, vous nous aviez dit le 26, donc le lundi prochain, on ira à l'école. Mais il y a un travail préalable qui se fait. On ne débarque pas à l'école où on n'ouvre pas les bâtiments et puis on démarre les cours. Et ce que nous avions voulu faire, vous savez, d'abord, je peux schématiser en considérant que ces des rentrées pédagogiques et administratives concernent le personnel encadrant et le personnel enseignant d'une part et le personnel administratif. Et s'agissant du personnel enseignant, il y a un certain nombre de modules qui ont été enseignés, notamment les tests qui régissent le secteur de l'éducation, l'éthique et la déontologie, les missions d'un chef d'établissement, pour ne citer que ces exemples, ou l'animation d'un cours et autres. Maintenant, s'agissant du personnel administratif, je vous ai dit, il faut le fichier des élèves et des enseignants. Vous savez, pendant les vacances, il y a les mutations intra-région et inter-région. Il faut que toutes les administrations prennent en compte les nouveaux paramètres qui leur sont confiés. Et donc, il y a un travail qui se fait. L'économie doit jouer son rôle. La logistique doit jouer son rôle. Est-ce que les tablements sont à leur place? Est-ce que le matériel pédagogique est à sa place? Voilà le travail qui se fait. Et ce que nous voudrions faire désormais, c'est l'efficacité. C'est-à-dire, contrairement à ce qui se faisait où, une semaine après la rentrée ou 2 semaines après la rentrée, nous n'avons toujours pas les enseignants, nous n'avons toujours pas l'emploi du temps. Voilà, nous ne voudrons plus vivre cet amateurisme. Voilà, c'était un peu l'esprit de la question de Estelle Cougeron tout à l'heure. Est-ce que vous aviez, puisque c'est quand même un peu une nouveauté dans l'école togolaise, nous sommes bien rodés depuis 2 ans. Oui, depuis 2 ans, d'accord. Et cette fois, est-ce que vous avez quand même vérifié, pris la mesure? Est-ce que cette rentrée pédagogique s'est bien déroulée normalement partout? Est-ce que ce que vous évoquez comme logistique, comme table-banc, est-ce que tout est acheminé, tout vous savez, a fonctionné comme vous tout le ne voudriez? sera pas parfait. Et je vous dis, les 2 goulots d'étranglement aujourd'hui du système éducatif, au-delà des efforts conséquents du gouvernement, c'est le nombre suffisant de salles de classe et le nombre d'enseignants. Alors, sur ces questions, sur le nombre suffisant de salles de classe, vous voyez que nous avons su dominer la Covid-19 et donc la question des doubles flux perd de sa substance. Alors, là où nous retrouvons la normalité scolaire, il peut se poser le problème du nombre de salles de classe disponibles. Mais le gouvernement construit. Mais le gouvernement ne peut pas construire d'un seul tour. Et je vous dis, est-ce que nous avons les enseignants partout? À l'heure où je vous parle, non.
Parce que les 3164 enseignants qui ont été recrutés au titre du concours, du dernier concours, et les 142 enseignants de l'ENES qui ont été mis à disposition vont suivre une formation cette semaine. Et au total, nous nous retrouverons avec 3675 enseignants qui seront déployés. Somme toute, le ministère est à pied d'œuvre et au cours de la semaine prochaine, les affectations seront faites. Oui, Monsieur le ministre, vous avez anticipé sur la question, mais permettez-nous de revenir là-dessus. À l'heure actuelle, à la veille de la rentrée scolaire, on a combien d'établissements scolaires pour combien d'enseignants au niveau de l'école primaire, au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, technique, etc. Alors, je vous ai dit, notre ministère a énormément évolué en qualité du travail produit. Vous savez, sur les 2 dernières années, le ministère s'est doté de beaucoup d'outils. D'abord, vous avez ce que nous appelons l'équivalent temps plein, qui permet désormais de savoir les charges statutaires de chaque enseignant. Et les enseignants qui n'ont pas la complétude de leurs charges statutaires sont appelés à les compléter dans d'autres établissements, dans le cadre de notre périmètre pédagogique. Nous avons ce que nous appelons les MEGEV, c'est la gestion des enseignants volontaires. Et ça nous permet également d'en finir avec l'enchérissement et d'avoir un chiffre réel. Au 1er janvier 2022, on nous disait qu'il y avait 14 600 enseignants volontaires. Au 1er janvier 2023, nous aurons 6 800 enseignants volontaires. Vous voyez la qualité du travail qui se fait. Et si je vous parlais en temps des 180 établissements fermés, mais c'est au titre de la carte croisée qui permet véritablement de rapprocher les établissements et de leur appliquer les critères ou les normes de la carte scolaire. En clair, une réorganisation. Donc, de ce point de vue, le ministère se distingue par l'excellence et la qualité. Mais là, je reviens à la question que vous avez posée, puisque ce sont ces outils qui nous ont permis d'avoir une cartographie assez fine du nombre d'enseignants et du nombre d'établissements dont nous avons besoin. À l'heure où je vous parle, nous ouvrons le 26 septembre avec 9107 établissements scolaires, du préscolaire jusqu'au lycée. Et ce travail, d'ailleurs, prend substantiellement en compte les exigences de la carte scolaire. Et si on devrait appliquer d'ailleurs ces exigences de la carte scolaire à l'état brut, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est qu'en 7% de nos établissements du primaire, du préscolaire ne respectent pas les normes de la carte scolaire. Au niveau primaire, c'est 70% d'écoles primaires publiques qui ne respectent pas les exigences de la carte scolaire. 34% au collège et 12% au lycée. Et donc, vous voyez qu'au-delà de ce que nous faisons par la fermeture des 180 établissements, nous avons une politique de réalisme et de résultats. Mais là, combien d'enseignants avons-nous? Je vous ai donné un chiffre sommaire. Au total, aujourd'hui, nous avons 38 867 enseignants qui vont démarrer la rentrée, autant pour le secondaire, le primaire et l'enseignement général et l'enseignement technique. Et l'apport du dernier concours a été d'un grand secours. Je vous ai dit, si nous prenons les reçus de ce concours et les mises à disposition de l'école normale supérieure, nous nous retrouvons avec 3675 enseignants qui viennent renforcer le système éducatif. Et à ce chiffre, et ce que je vous ai donné sur les besoins réels de 6 800, il faut garder en l'esprit que chaque année, en tenant compte des retraites, des abandons, des considérations ou des malades et autres, le système aura toujours besoin à la régulière de 1700 enseignants. Alors, Monsieur le ministre, ça veut dire, vous l'avez évoqué, plus de 38 000 enseignants et qui vont être dans le bain à partir de cette rentrée scolaire. Vous avez évoqué aussi le cas de ceux qui vont subir ou suivre des formations. Ça voudrait dire qu'il y a des écoles qui devront attendre avant d'avoir la totalité de leurs enseignants. Vous savez, combien de temps il faudra? Je vous ai dit, nous avons beaucoup progressé. Si je prends l'avant-dernier concours, ce concours a été publié en pleine année scolaire. Mais le dernier concours a été publié avant le démarrage de la rentrée du 26. Et donc, 3 jours d'accommodation au poste ne sera pas préjudiciable à l'enseignement qui doit être fait. Voilà. Vous avez évoqué le cas des enseignants de façon générale, mais il y a les enseignants titulaires, les enseignants volontaires, vous en avez parlé aussi assez longuement. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues pour ces enseignants titulaires et même volontaires pour peut-être les motiver, pour aller
dans votre objectif? Si oui, quelles sont ces mesures-là, Monsieur le ministre? Alors, le statut particulier des enseignants au Togo accorde déjà des avantages assez cohérents et conséquents pour les enseignants. Vous savez très bien qu'à diplôme égal, l'enseignant est automatiquement mieux classé. Et il y a d'autres avantages qu'on ne va pas reciter ici pour ne pas réveiller les démons. Somme toute, il y a un effort qui est fait, y compris la gratification exceptionnelle. Maintenant, au titre des 10 mesures prises par le président de la République, les enseignants sont concernés. La révalorisation de la grille indiciaire, les 10 000 sur les transports. Et d'ailleurs, les 3 milliards dédiés au transfert monétaire, les enseignants sont avant tout et après tout des parents d'élèves. Et donc, ils en sont également bénéficiaires. Donc, de ce point de vue, je pense que les enseignants titulaires font l'objet d'une attention particulière du gouvernement. Parce que quand l'école va, la République va. Parlons des enseignants volontaires. Je vous ai dit, il y a un travail qui est fait à leur endroit de 14 600 en termes de chiffres non vérifiés. Nous en sommes revenus à un chiffre tout rond de 6 800 enseignants volontaires. Et vous savez, le concours publié récemment partait sur le recrutement de 3 000 enseignants. Mais on s'est retrouvé finalement avec plus de 3 600 enseignants recrutés. Et donc, dans le cadre de ce concours, les enseignants volontaires ont été privilégiés. Donc, si vous me demandez, est-ce qu'il y a une politique à l'endroit des enseignants volontaires? Oui. Et la voie royale pour accéder au corps des enseignants, c'est la voie du concours. Et les concours seront toujours organisés. Et vous savez que durant ces vacances scolaires, des formations ciblées ont été organisées à l'endroit des enseignants volontaires pour leur permettre de se familiariser avec les fondamentaux de leur discipline. Donc, ils ne sont pas oubliés. Monsieur le ministre, vous avez évoqué à l'instant des dispositions particulières de l'État à l'endroit des enseignants. Parlons des transferts monétaires. Comment se fait l'identification de ces enseignants bénéficiaires et comment vont-ils bénéficier de ces montants-là? Alors, je veux vous rassurer, puisque je suis de très près les débats sur les réseaux sociaux. Nous sommes des réfléchis devant cette solidarité agissante. Et ces commentaires concernent aussi les parents d'élèves. Les parents d'élèves. Pour le transfert Oui, monétaire. Gerson, Estelle, soyons raisonnables, raisonnables. Je vous dis, est-ce que nous avons su faire dans ce pays ce qu'on assure? Oui. Nous avons su faire nos vicis. Est-ce qu'il y a des fichiers CRT et CNSS? Oui. Donc, quand il s'agit des parents d'élèves, on a une base permettant de pouvoir croiser les fichiers et de savoir qui est bénéficiaire, qui ne l'est pas. Mais je crois que le principe de base, c'est les parents d'élèves des établissements publics. Et ça, je comprends que ça puisse ne pas plaire à tout le monde, mais il nous faut retrécir la base. Donc, le principe de base, c'est les enseignants, c'est les parents d'élèves des établissements publics. Maintenant, laissez-nous le temps de croiser les fichiers. Nous sommes à la période des inscriptions. Les informations fines dont nous aurons besoin, nous pourrons également les demander aux différents établissements et ce qui va être fait sera fait. Monsieur le ministre, dans le cadre des préparatifs pour cette rentrée scolaire, vous êtes allé jusqu'à rendre publique une liste des fournitures scolaires pour chaque classe. Voilà. Alors, est-ce que cette liste, elle s'impose aussi au privé? Je vous ai toujours dit que l'éducation relève des prérogatives de tout État et qu'il y ait des partenaires, qu'il y ait des privés qui participent à une activité d'intérêt général ou à une mission de service public ne voudrait pas dire que l'État a démissionné. Donc l'État aujourd'hui reprend ses attributions classiques qui pourraient paraître hier oubliées ou mal évaluées. C'est ce que nous faisons. Et vous nous dites, est-ce que cette liste de fournitures s'applique aux privés? Oui. Et vous savez, les privés ne peuvent pas défier l'État. Et ce que je voudrais suggérer aux uns aux autres, c'est de se conformer à cette liste, y compris même certains chefs d'établissement du public qui freinent le processus de rénovation. Mais je crois que ceux qui seront considérés comme réfractaires à ces mesures seront sanctionnés. Bien, en quoi consiste cette liste que vous avez rendue publique? Eh bien, on va revenir un peu là-dessus dans un sujet qu'on a eu à diffuser pour voir. Et vous allez réagir juste après, Monsieur le ministre. Okay.
Nous l'avons tous découvert sur les réseaux sociaux, cette liste énumérant jusqu'au stylo les fournitures scolaires nécessitées à chaque niveau d'enseignement. Du primaire au secondaire au Togo, il faut désormais s'en tenir à la note numéro 136 du ministère. Pour encadrer la prescription des fournitures scolaires. C'est dans ce souci de permettre aux parents d'élèves qui n'auront pas les moyens de pouvoir acheter le nécessaire pour leurs enfants. Il a été demandé aux différentes régions éducatives de recenser les listes des fournitures qui sont en pratique dans ces régions. Et donc ce travail a été fait et c'est sur la base de ces informations concernant les listes suivant les régions que nous avons fait une analyse, une fusion pour pouvoir ressortir le nécessaire. Ce qui est prescrit suffit pour démarrer l'année scolaire. Lorsque les cahiers finiront, on en achètera. Voilà qui est clair. De quoi éviter le gaspillage de ressources pour des parents déjà assez éprouvés. Des compléments de manuels didactiques seront disponibles dans les écoles. L'État vient en plus d'accorder une subvention de 2,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition de manuels d'écriture et de lecture pour les élèves de l'enseignement primaire. Des manuels que l'État imprime et met à disposition gratuitement des élèves de tous les niveaux, de tous ordres. Notons que pour le primaire, il y a des manuels qui sont édités en mathématiques et en langue et communication. L'élève travaille directement dans ses cahiers d'activité quand il s'agit du français et des mathématiques. Et donc, vous ne verrez plus des cahiers d'exercices correspondant au français, aux mathématiques à ces niveaux. Ce qui concerne le secondaire aussi, surtout le secondaire public, il y a des livres de mathématiques, de français qui existaient et qui sont donnés aux élèves au moment où ils ont ces cours-là. Bon, évidemment, les établissements qui en disposent toujours mettront ça à disposition de leurs élèves. La liste des fournitures scolaires à apporter par l'élève a toujours été disponible dans les écoles. Sa publication officielle cette année devrait mettre fin à certaines pratiques peu orthodoxes dans certains établissements. Un peu plus de 3 millions d'élèves reprennent le chemin des classes le 26 septembre prochain. Voilà, Monsieur le ministre, le sujet donc préparé à cet effet. Qu'est-ce qui a motivé la sortie de cette liste? Est-ce que c'est juste pour soulager les parents d'élèves, en bon samaritain, ou vous soupçonniez peut-être une certaine exagération des chefs d'établissement, une forme d'anarque peut-être aussi? Ben bon, si vous considérez comme l'État togolais comme étant un État samaritain, moi ça me va droit au cœur. Et vous voyez que ça voudrait dire que les Togolaises et les Togolais sont au cœur de la politique que nous mettons en œuvre sous l'autorité du président de la République. Alors, est-ce que c'est uniquement l'État samaritain qui intervient dans ce dossier? Non. Vous savez, les prescriptions didactiques et pédagogiques relèvent de la compétence de l'État. Et donc, c'est nous qui décidons des ouvrages au programme et non des démarcheurs qui nous imposent que nous voudrions faire apprendre à nos élèves. Et donc, je vous dis simplement que au-delà de l'État samaritain, c'est l'État régalien qui revient dans le jeu éducatif. Oui, l'État régalien revient justement, mais force est de constater que déjà des écoles privées ont publié également des listes, ce qui duplique votre publication de listes et impose à ce que ça soit, que les parents d'élèves se conforment à la liste publiée. Qu'est-ce que vous faites Madame Estelle, pour... La liste qui prime, la liste qui l'emporte, c'est la liste de l'État. C'est très simple. Les écoles privées, est-ce que vous irez toujours loin en les contrôlant, plafonnant par exemple les frais de scolarité au niveau des écoles privées? Vous savez, je vous ai parlé de ces personnes privées qui participent à une activité d'intérêt général ou à une mission de service public. Et ce n'est que par le dialogue qu'il faut faire évoluer les pratiques. Et je crois que
il y a des cadres de discussion déjà en place. Il faudrait simplement leur donner plus de vigueur. Et ce que nous voudrons faire au niveau de la commission d'ouverture et de suivi des établissements, autant du confessionnel que du privé, c'est qu'à travers cette année scolaire 2022-2023, que cette commission ou ces commissions puissent véritablement jouer leur rôle en procédant à un contrôle plus fin de ce qui se fait dans les privés. Alors, est-ce qu'on irait jusqu'à... Pour l'heure, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais ce que nous voulons faire d'ailleurs à travers la réouverture des établissements de formation des enseignants, c'est qu'à court terme, tous les établissements privés puissent recruter dans ce vivier d'enseignants. Donc vous voyez que si ce sont des enseignants formés au même titre que les enseignants du public, il y a matière à ce que l'on ne puisse plus les payer au lance-pierre. Donc le débat est ouvert. Je vous rassure que tout au long de l'année, de cette année scolaire, il y aura un dialogue assez nourri avec le secteur privé, laïque, et vous verrez les résultats. Monsieur le ministre, c'est une réalité depuis plusieurs années. L'État a pris en charge les frais de scolarité au niveau du primaire en décrétant la gratuité. Mais force est de constater aujourd'hui que des parents d'élèves se plaignent toujours de l'existence de ce qu'on peut appeler des faux frais. Est-ce que d'abord vous êtes informé? Si oui, quelles mesures vont être prises pour mettre fin à ce fléau? Alors, des plaintes des parents d'élèves, j'en reçois, mais pas tous les jours. Et je vous explique comment le problème se pose. Gratuité, suppression des faux frais. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a une note du ministère qui plafonne les cotisations parallèles. Et ces cotisations parallèles ne peuvent être déclenchées qu'après accord du ministère. Voilà le substrat du dispositif mis en place. Maintenant, vous nous dites que les parents se plaignent. C'est vrai en partie. Mais comment les choses se passent? Si vous n'avez pas suffisamment de comptables dans les établissements, vous ne pourrez pas tout contrôler. Et nous allons faire un effort conséquent en mettant cette année à la disposition des grands établissements et des établissements à taille moyenne, plus de 200 à 250 comptables. Donc il y a certaines pratiques qui devraient disparaître. Vous savez que nous avons également pris une note de service réglementant la gestion des repas dans le préscolaire. Je vois. Et donc, moi, ce que je vous dirais sur ces questions, et il y a d'ailleurs un numéro vert. Il y a un numéro vert dans le secteur de l'éducation qui permet à toute personne de pouvoir dénoncer des pratiques abusives. Et si nous sommes saisis, nous procédons à des vérifications. Et s'il y a des sanctions à prendre, elles seront prises. Et d'ailleurs, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, 16 chefs d'établissement ont été démis pour des pratiques peu orthodoxes. L'école qui ouvre ses portes, ça concerne également la région des Savanes. Nous savons la situation qui prévaut actuellement donc, dans cette région. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises, qui sont envisagées pour permettre aux élèves de cette région d'aller aussi à l'école normalement comme dans le reste du Togo? Écoutez, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour assurer la continuité pédagogique dans la région des Savanes. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, avec les efforts réalisés, nous avons un personnel encadrant pour 99 enseignants, ce qui est un progrès extraordinaire au Togo, et un enseignant pour 53 élèves. Donc vous voyez que vous devez être rassuré sur le nombre d'enseignants dont nous disposons pour couvrir et pour gérer la rentrée 2022-2023. Quoique, nous n'avons pas encore atteint le trop-plein. Alors, vous savez également que le gouvernement est au combat dans la région des Savanes pour pouvoir contenir le phénomène djihadiste. Et aujourd'hui, nous sommes tout attentifs à cette situation. Nous travaillons en synergie avec les autres ministères impliqués. Et nous avons une cartographie de la région des Savanes. Et s'il y a lieu de prendre des mesures diligentes, elles seront prises à temps. Voilà ce que je pourrais dire. Monsieur le ministre, l'enseignement, c'est aussi le contenu de ce qui est enseigné. Le Togo vient de faire son entrée dans le Commonwealth. Est-ce que ça va avoir une certaine incidence sur le contenu de l'enseignement cette année par rapport à l'anglais? Est-ce que pour des établissements ou des degrés d'enseignement
qui voyaient des heures d'anglais vont être augmentées? Nous voyons plus grand la place de l'anglais dans notre société. Vous savez que j'ai pris une note de service, la note de service 137, qui relève déjà les plafonds des coefficients. Parce que je vous ai toujours dit que cela me paraît anormal qu'il y ait des élèves qui obtiennent une série, un bac C en série A et inversement un bac A en série C. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire, c'est-à-dire vous êtes en série C, vous ne réussissez pas des matières littéraires et inversement vous êtes dans une filière littérature, philosophie et vous ne réussissez pas des matières scientifiques. Il faut arrêter ce désordre. Alors, qu'est-ce qui va changer au niveau de l'anglais? Nous enseignons déjà l'anglais au lycée, au collège, et on procède simplement à un équilibrage des coefficients suivant la filière choisie par l'élève. Mais la question que nous voudrions faire au niveau du primaire, je dois vous rappeler qu'il y a 2 missions déjà extérieures qui ont été effectuées par le ministère au Rwanda et au Cameroun pour se familiariser avec leurs pratiques, puisque ces 2 pays ont déjà une pratique assez avérée de l'anglais. La conclusion, ce n'est pas d'augmenter le volume horaire au primaire, mais c'est de faire de la place au parler. Et pour pouvoir le faire, il faut développer des ressources pédagogiques conséquentes et pour permettre aux élèves de banaliser le parler en anglais. Et donc, pour le compte de cette année, la voie royale serait la voie de l'expérimentation. Et probablement, second semestre de l'année scolaire, certains établissements seront choisis pour abriter des cours, je parle du primaire, pour abriter des cours d'anglais et on se fera une idée avant leur probable généralisation à tous les établissements. Mais le but n'est pas d'aller recruter 10 000 enseignants d'anglais ou 20 000 enseignants d'anglais, mais c'est de faire avec les enseignants que nous avons dans le primaire ou le préscolaire et il faudrait certainement un recyclage et une mise à niveau. Qu'en est-il des autres matières? On vient de parler de l'anglais, histosio par exemple, on a eu dire il y a certains chapitres qui ne vont plus exister, remplacés par d'autres. Alors, à ce niveau aussi, il y a du chamboulement. Qu'est-ce qui change? Non, ce n'est pas du chamboulement, nous vivons avec notre temps. Je vous ai rappelé cette formule d'entrée de jeu. Toute société qui n'épouse pas son temps est une société morte. Et aujourd'hui, et dans le cadre toujours de cette note de service 137, oui, dans le cadre de la réforme curriculaire, nous avons réajusté le programme dans un certain nombre de disciplines. Et vous avez évoqué l'histoire-géo et plus précisément l'histoire. Il me semble que l'élève en terminale aujourd'hui au Togo ne peut pas ne pas se familiariser avec la mondialisation. Il ne peut pas ne pas non plus avoir la maîtrise de la société post-1990. Et donc, contrairement à ce que j'ai lu par ici et là, ce n'est pas la suppression pure et dure de la Seconde Guerre mondiale, mais la Seconde Guerre mondiale sert d'élément introductif au développement entraîné ou connu par la société internationale. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous voyez, nous avons mis en place 2 commissions phares. La commission STM pour les sciences et techniques et technologies, ingénierie et mathématiques, et puis la commission LEA sur les langues étrangères appliquées. Le but, c'est de pouvoir dépoussiérer ce que nous avons fait jusqu'alors et de donner de nouvelles perspectives à l'enseignement des langues étrangères et des matières scientifiques dans notre pays. Donc, je crois qu'il y a des nouveautés. Et d'ailleurs, je voudrais saisir cette occasion pour dire aux uns et aux autres de ne pas avoir peur de l'approche par compétence. Et d'ailleurs, nous voudrions une société émergente et ça réoriente le contenu des enseignements par des compétences réelles que nous devrions obtenir à tout prix. Alors, Monsieur le ministre, l'année passée a été caractérisée par des remous par endroits, des mouvements de débrayage et autres. Cette année, quelles sont les dispositions que vous prenez pour que les élèves puissent avoir une année académique apaisée? Madame Estelle, le secteur éducatif est régi par des tests et nous essayons avec plus ou moins de réussite à les faire comprendre à tous les acteurs de ce secteur. Le dialogue reste la doctrine du ministère
Et contrairement à ce que vous pourriez penser, ces remous sont très localisés. Et aujourd'hui, nous dialoguons en permanence avec les syndicats. Et je peux vous assurer que ce sont nos syndicats qui portent certaines de nos réformes et les expliquent aux enseignants qui ressortent convaincus. Et donc, il n'y a aucun souci à ce niveau. Et je vous ai d'ailleurs dit que heureuse l'école qui fait l'objet d'une attention particulière du gouvernement. Et à travers les mesures égrenées qui pourraient comprendre qu'on redémarre l'année avec des remous. Donc tout me semble en ordre et en liberté pour aborder l'année scolaire 2022. Oui, monsieur le ministre, au-delà de ces rififi qui ont marqué, caractérisé l'année dernière, vous avez noté, je vous prête peut-être ce sentiment, avec satisfaction, le taux élevé de réussite à certains examens. Est-ce que ce cap va être maintenu? Moi, je ne boude pas mon plaisir devant les résultats de l'année scolaire 2022-2023. Et ce que nous voudrions faire au titre de l'année 2022-2023, L'année scolaire 2021-2022 voilà, plutôt, 2021-2022. et ce que nous voudrions faire au titre de l'année scolaire 2022-2023, c'est le refus d'être les otages, les victimes d'un système qui forme aujourd'hui et demain pour des métiers d'hier. Et donc beaucoup d'innovation dans ce que nous faisons. Et vous voyez, quand je vous parlais des enseignants qui sont au nombre de 3867 aujourd'hui et qui par un maillage territorial assez conséquent nous amènent à pouvoir couvrir, je vous dirais également que le gouvernement s'est distingué par le recrutement des élèves inspecteurs et des conseillers pédagogiques qui ont été déployés depuis le 19 septembre. Et vous savez ce que ça change pour nous? Nous avons au niveau du primaire 62 inspections et au niveau du secondaire général 18 inspections. Au titre de l'année 2021-2022, au niveau primaire, nous avons eu 18 inspecteurs. Cette année, nous avons 77. Comment voudriez-vous alors que la qualité ne soit pas au cœur du système éducatif togolais? Hier, quand nous avons au secondaire, c'est qu'un 4 inspecteurs. Aujourd'hui, nous avons 140 en termes de maillage par rapport aux inspections précitées. Et donc, les taux de réussite que vous avez vus iront crescendo parce que le système gagnera davantage en qualité à travers un corps d'encadrement, un corps enseignant conséquent. Maintenant, derrière, l'on évoque les questions de niveau de nos élèves. Wow. Dans vos maisons, qui sont ceux qui réparent vos télévisions aujourd'hui ou la télécommande? Ce sont nos enfants, ce sont vos enfants. Donc, moi, je crois qu'il n'y a aucun étalon de mesure pour pouvoir comparer les élèves d'aujourd'hui et ceux d'hier. Ils sont brillants. Ils sont plus brillants d'ailleurs que beaucoup qui les critiquent. En revanche, et c'est notre rôle, il faut revoir la manière d'enseigner et le contenu des enseignements. C'est ce que nous faisons à travers les réformes curriculaires qui progresseront et l'allègement des programmes, à l'introduction de nouveaux chapitres. Voilà ce qui nous ferait gagner en qualité et nos élèves ont les ressources suffisantes pour s'adapter à ces nouvelles exigences. Alors vous parlez du niveau, est-ce qu'il est satisfaisant pour vous ou il est en baisse? Vous savez, moi je ne rentre pas dans ces débats, mais je tiens compte de ce qui est fait, de ce qui est enseigné. Et mon rôle aujourd'hui, en tant que premier acteur du secteur de l'éducation, c'est de veiller à ce que l'on puisse enseigner autrement. Et de l'autre, il faut que le contenu enseigné soit en phase avec les ambitions du Togo. Et de l'autre maintenant, il nous faut former les enseignants tout au long de leur carrière. Et je vous ai dit, nous mettons les bouchées doubles pour rouvrir les établissements d'enseignement, notamment les aînés. Et les aînés, donc de ce point de vue, et je vous ai dit comment nous avons appointé le système par les inspecteurs déployés, alors qu'ils proposent mieux. Et je vous ai dit, le ratio aujourd'hui, oui, ça peut vous surprendre, mais c'est un enseignant pour 53 élèves, on est dans la bonne fourchette. Et de l'autre, un inspecteur pour 99 enseignants. Et je dis, nous devrions faire plus au niveau des infrastructures scolaires et
nous réussirons ce challenge. On va revenir un peu sur la télécommande dans la maison. Est-ce que c'est quand même un message aux parents d'élèves? Oui, vous savez, la réussite relève d'une complétude. L'enseignant, d'abord le corps d'encadrement, l'enseignant, l'élève lui-même et les parents d'élèves et le gouvernement. Donc, c'est une chaîne. L'effort doit être à tous les niveaux. Et donc, à chacun de jouer sa partition. Et parlant d'efforts, justement, eh bien, le projet 30 000 salles de classe à l'horizon 2025 a vu lancer l'année dernière un vaste chantier pour l'école de la République. Où en est-on aujourd'hui avec les chantiers lancés ici et là, monsieur le ministre? Alors, le bilan à mi-parcours n'est pas à la hauteur de ce que nous voulons faire. Disons-nous des choses très clairement et franchement. Quoique, au titre de cette année, par exemple, il y a 1000 salles de classe qui sont en construction. Et certaines salles de classe seront réceptionnées dans les semaines à venir. Maintenant, je veux dire, le montage est à plusieurs coûts. Il y a les constructions que nous faisons sur les fonds propres du ministère. Et au titre de cette année, nous avons pu mettre plus de 1,5 milliard dans les constructions de salles de classe. Et de l'autre, vous avez les salles de classe que nous réhabilitons et nous construisons sur les projets du ministère. Donc vous avez le projet PAREC avec l'Agence française de développement qui construit. Vous avez le projet PAQUET avec la BID et vous avez le projet PAQUEB avec la Banque mondiale. Et c'est également sur tous ces chantiers, nous avons quand même progressé. Beaucoup d'inspections, beaucoup de directions qui étaient dans des états inacceptables font aujourd'hui l'objet de rénovation. C'est à l'actif du système. Maintenant, c'est la généralisation des salles de classe qui doit connaître sa vitesse de croisière. Il nous faut signer des conventions avec des partenaires et que ces conventions ne soient pas préjudiciables aux finances de l'État. Donc nous y veillons et nous sommes convaincus que dans les semaines à venir, il y aura une évolution afin que nous puissions rentrer dans le vif de nos constructions qui nous tiennent véritablement à cœur. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, il ne s'agit plus de former des diplômés, mais des compétences prêtes pour le marché de l'emploi. Pensez-vous que les différentes réformes engagées au niveau du système éducatif togolais sont orientées pour l'atteinte de ces objectifs-là? Oui, vous savez, d'abord, moi, ces procès à l'emporte-pièce sur le système éducatif consistant à dire nous formons des chômeurs makers. Vous n'êtes pas des chômeurs. Bon, vous êtes issus de ce système. Il y a quand même l'approche par compétence, ce n'est pas forcément un vous procès. Vous savez, ne faites pas le procès sitôt de l'approche par compétence. Je vous ai dit, si vous opposez l'approche par compétence à l'APO, l'APO a ses forces et faiblesses. L'APC a ses forces et faiblesses. L'APC aujourd'hui, le chaînon manquant, c'est que nous n'avons pas l'infrastructure, l'environnement qu'il faut. C'est pour ça que je vous dis, la construction de nouvelles salles de classe est un impératif pour la qualité de l'enseignement au Togo. Et donc, l'APC, vous savez, l'APC est en train d'atteindre cette année la classe de seconde et avant. Donc, vous voyez que si vous nous dites, vous faites le procès aujourd'hui, il est tout faux. Parce que là où l'APC n'était même pas en vigueur, tout le monde y voyait l'APC. Il ne s'agit même pas d'un procès, mais juste des projections pour voir si ça se conforme en fait à la réalité. Je suis conscient des forces et faiblesses de l'approche par compétence. Et d'ailleurs, il y a une commission en place qui fait le bilan de l'APC. Ça, c'est le premier point. Les réformes curriculaires participent à cette volonté de redonner un nouveau souffle au système éducatif. Je vous ai dit, nous avons mis en place les commissions LER et les commissions STEM pour revoir l'enseignement et l'apprentissage autant des matières littéraires que des matières scientifiques. Et donc, de ce point de vue, on a une préoccupation partagée. Et je vous disais que nous avons aujourd'hui généralisé les séries C4. Les lycées scientifiques, auparavant, c'était ici, et Cara, et chez les privés. Mais le challenge est réalisé. Nous sommes dit, cette année, il faut ouvrir des lycées scientifiques dans toutes les préfectures du Togo. Et si on fait la synergie avec l'université, mais l'école polytechnique de Lomé, ça fait sens. Puisque si vous formez des élèves en lycée scientifique, tous ne vont pas partir. Donc, il faut leur trouver des établissements d'accueil. Donc, l'école polytechnique
a une plus grande capacité que le CIC d'hier ou l'INSI d'hier pour faire face à cette exigence. Et le pôle universitaire d'innovation et de technologie, voilà ce qui change la formation de nos enfants et cette formation qui leur permettra de pouvoir challenger avec n'importe qui sur le marché du travail. Donc, le chômage ne se décrète pas. Les solutions au chômage ne se décrètent pas non plus. Mais c'est du pensé, c'est du structuré, c'est du structurant, permettant aux jeunes de retrouver la normalité. Monsieur le ministre, au titre de l'année écoulée, on a enregistré des enseignants et même des élèves sanctionnés, peut-être même durement. Certains sont allés jusqu'à dire que vous avez une main de fer dans un gant de velours. Alors, la discipline, une valeur cardinale à remettre au cœur de l'école togolaise. Rien ne se fait sans l'ordre et la liberté, disons-nous des vérités élémentaires. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'abord le dialogue, contrairement à ce qui est dit. Et après, nous appliquons les tests que nous nous sommes donnés. Et j'espère véritablement que tout ceci relève de notre histoire et que nous tirons les meilleures leçons. Et que, devant les problèmes, la seule voie royale demeure la voie du dialogue et de l'entente pour faire progresser le système. Lorsqu'on discute un peu aujourd'hui avec le corps enseignant, les enseignants, ils disent souvent « Ah ben, je ne veux pas avoir de problème avec Kokoroko, il faut que je me remette au travail ». Ça vous parvient forcément. Est-ce que c'est ça aussi la méthode Kokoroko, d'avoir remis les enseignants au travail, d'avoir remis tout le monde au travail? Vous savez, vous nous dites il y a trop de chômeurs. Vous nous dites que ce que nous enseignons est parfois décalé par rapport aux réelles attentes. C'est ça, ce constat est partagé. Alors, pour trouver les solutions idoines, on fait quoi? On se remet au travail. Donc moi, je suis pas, j'incarne pas une quelconque persécution pour mes collaborateurs, mais je nous dis franchement qu'il y a un temps pour le travail et il y a un temps pour d'autres choses. Et ce que nous essayons de faire, chacun le sait, il y avait quand même un laisser-aller dans le secteur de l'éducation qui ne pouvait pas être accepté tel. Et c'est ce que nous essayons de faire avec la collaboration des uns et des autres pour que le système soit efficace pour nous tous. Monsieur le ministre, le gouvernement togolais fonctionne sur la feuille de route à l'horizon 2025. Jusqu'en 2025, quelle est l'image de l'éducation togolaise que vous voudriez avoir? Écoutez, la feuille de route gouvernementale est une chance pour notre pays. Parce que vous trouvez en filigrane les différentes actions utiles et majeures pour notre développement. Maintenant, pour le secteur de l'éducation, et je prends le pari devant vous, je crois qu'en 2025, rien ne sera plus comme aujourd'hui. Parce que toutes les réformes curriculaires engagées, toutes les réformes engagées, et je nous dis, la construction des salles de classe est un impératif, est une exigence pour le secteur de l'éducation. Et c'est d'ailleurs l'une des préoccupations majeures du président de la République. Et si nous y arrivons, et nous y arriverons, alors je peux vous assurer que le visage sera tout autre, reluisant et un challenge avec les exigences ou un challenge avec tout ce que nous pourrions attendre d'un système efficace et performant. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur, que nous n'avons pas forcément abordés dans nos questions, que vous voudriez, sur lesquels vous voudriez revenir pour clore cet entretien? Il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de non-dit. Nous avons tout dit en toute vérité. Mais je crois que le sort de la jeune fille doit être amélioré. Et dans les semaines, dans les mois à venir, il y aura devant la représentation nationale la discussion et probablement l'adoption du texte sur les violences à caractère sexuel. Et je crois également que les réformes sont contre personne, mais sont pour tous, pour notre bonheur partagé. Et donc ces réformes se poursuivront
Je sais que certaines de ces réformes sont assez dures sur le vif, mais il faut inscrire le secteur éducatif dans un temps à la fois court et long. Et moi, je reste convaincu que d'ici 2025, ou à l'heure du bilan en 2025, ce sera que du positif pour la politique définie par le président de la République. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes professeur Dodi Kokoroko, ministre de l'enseignement, des enseignements primaires, secondaires et techniques et de l'artisanat. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous étions avec Gaëtan Kwadjiba de Niwa TV, Estelle Koudjonou de Gazelle Info bimensuel. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Merci à vous qui nous avez suivis depuis vos postes à la maison. À très bientôt et bonne rentrée à tous.